Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Cyclo-Camping International, édition 2025. Le studio d'Allô la planète, votre web radio de voyage, est installé au Festival International du Voyage à Vélo au Mans. Et on parle... Au Mans ? Oui, au Mans. Au Mans. Oh, eh oui, Je et découvre. pour cette deuxième année, sachant que les 36 autres années étaient à Vincennes. Nous nous 36 retrouvons encore. Non, l'année Eh oui. dernière, c'était aussi au Mans. Oui, donc 36 années à Vincennes et 2 ici. Ah oui. On en est à la 38e édition, On s'était monsieur. fait une petite erreur de calcul, mais en fait, Et non. non, et D'accord. non. Ok. Donc on parle de récits de voyage, de cyclo-voyage en particulier, avec peu le tous les thème. intervenants qui sont là. C'est le thème, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun a son parcours du voyage, son objectif aussi, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met après le voyage. Et puis il y en a qui écrivent des livres. Alors là, c'est le cas de Frédéric Andreu qui est avec nous et qui va nous parler de son voyage à vélo aux Pays-Bas et qui est revenu avec un livre de poésie, Les brumes de Groningue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Donc un voyage aux Pays-Bas, est-ce que c'était un premier voyage ou il y a eu d'autres voyages à vélo ? Non, j'ai parcouru les années précédentes, à peu près tous les pays de Scandinavie. Donc moi, j'ai un tropisme du Nord et je Ah ne oui. perds pas le Nord. Oui, sans perdre le nord, c'est déjà bien. Et pourquoi le Nord ? Alors, je vais vous dire, il y a un premier niveau de raison, je dirais une raison basique, c'est que je crains la chaleur. Et donc, pendant les périodes d'été, depuis le réchauffement climatique, juillet et août, pour moi, je ne peux pas rester en France. Donc, je monte dans les altitudes nordiques et je me suis rendu en Suède, en Norvège, au Danemark. Et il m'est arrivé d'aller aux Pays-Bas, mais là, c'est pour d'autres raisons. Et toujours à vélo, ces voyages vers le Nord ? oui. Toujours. Absolument. J'ai dans ma vie non pas une philosophie, mais une vélosophie. Et ma vélosophie, c'est le contraire de ce qu'on promeut généralement. On promeut la vitesse, moi je suis pour la lenteur. On promeut l'utilitarisme et l'efficacité en toute chose, le règne de la quantité. Et moi je promeus le règne de la qualité. Les rencontres, l'écoute profonde des autres, voilà, tout le contraire de la société. Je crois que les gens qui font du vélo aujourd'hui, c'est un peu aussi une réaction contre les normes actuelles. Oui, il y a un militantisme. Il y a un autour aspect du vélo. militant chez beaucoup de cyclistes, mais nous ne voulons pas. Comment dirais-je, un militantisme actif. C'est-à-dire, on ne va pas forcément manifester dans des rues avec des banderoles. Il y en a qui le font, mais très peu. Simplement, nous vivons ce que nous pensons. Et nous prenons la bicyclette et nous partons un peu, parfois pas forcément loin. Il n'y a pas l'idée de compétition ou d'exploit. On est contre cette idée d'exploit, de faire des choses qui vont être marquées dans le livre des records. C'est pas notre principe. On peut très bien rester autour de chez soi, mais au lieu d'y aller en voiture, on y va à la bicyclette. Et tout change. La perception qu'on a même des paysages, des gens qui nous écoutent peuvent aller au travail en voiture pendant 25 ans en utilisant la route. Le jour où ils le font à bicyclette, c'est pas du tout la même route. Ouais. Et on n'est pas au même niveau déjà même visuellement. Sur une bicyclette, on est à 1,20 m. Et dans une voiture, on ne voit pas la même chose. Donc moi, il m'est arrivé de voir un lac au loin, sur ma gauche, sur un parcours que j'avais fait en voiture. Je ne l'avais jamais vu. Et le jour où je suis allé en bicyclette, je l'ai vu. C'est des surprises. Alors, c'est souvent des gens curieux qui aiment la vie, qui aiment la lenteur, qui aiment les rencontres, la qualité des rencontres et le partage des choses simples. Un verre d'eau, un morceau de pain. On retrouve la poésie de la vie aussi, par le rayonnement sémantique du détail.
Un morceau de pain, quand on a fait 50 km, il n'a pas le même goût que quand on se lève le matin et qu'on vit dans nos automatismes, comme on le fait aussi, nous, tout le monde. Hein. Simplement, nous, au moins, pendant quelques semaines par an, on essaye de revenir à cette simplicité radicale, de se déplacer lentement, de rencontrer les gens de manière différente et aussi de visiter la diversité. C'est un hymne à la diversité, notre art de vivre. Dans une même région, même en France, on découvre que d'un village à un autre, les choses sont un peu différentes. Il y a parfois des mots de vocabulaire, il y a des mots de dialecte qui sont parlés dans un village et puis pas tout à fait le même dans un autre village. Donc en fait, c'est un hymne à la diversité. Ça, c'est vraiment, je crois, un thème fort qui traverse mon livre aussi. C'est dans notre tête, le monde est simple, mais dans la réalité, il est marqué par le saut du réel, le saut SCEAU. Hein, le saut du réel, c'est la diversité. Je crois que ça, c'est ce qu'on se rend compte, tout simplement. C'est pas qu'on le veut, c'est que c'est comme ça. C'est un constat. À l'intérieur même d'une même région. Voilà. Mais il y a encore des cyclistes qui prennent l'avion et qui vont juste pour faire du kilomètre sans regarder ce qui se passe à droite à gauche. Et c'est des choix. C'est des choix. Ah oui, là c'est. Oui, mais il y a des modalités possibles. On peut aussi. Moi, une année, par exemple, comme quoi je ne suis pas arrêté sur un dogme. Hein. J'ai aussi pris l'avion pour aller en Hongrie. Donc j'ai fait de la France à la Hongrie. J'ai acheté un vélo en Hongrie et je suis revenu à bicyclette. Parce que ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps. Je pouvais faire que le retour, et pas l'aller. Donc les modalités avec le vélo sont très grandes. On peut aussi organiser avec une voiture, avec un vélo, un avion. On peut aussi, ce que je fais aussi souvent, moi, c'est pousser le vélo. C'est-à-dire que quand je veux pas non plus être prisonnier du vélo. C'est-à-dire que notre démarche peut aller jusqu'à, en tant que cycliste, notre démarche peut aller jusqu'à renoncer lui-même au vélo. C'est-à-dire que pendant des kilomètres, je pousse mon vélo volontairement. Donc je pousse le vélo pour pouvoir retrouver le sens de la marche aussi. Donc le vélo est très modulable. Pendant des kilomètres, j'ai poussé mon vélo parce que je ne voulais pas être non plus prisonnier du vélo. Donc les modalités du voyage sont très larges avec la bicyclette. C'est très modulable. Voilà. Alors que vous avez une voiture, vous pouvez difficilement faire autrement que d'être dans la voiture. Vous voyez. Alors que le vélo, vous pouvez très bien le pousser. Puis après, quand vous voulez, vous remontez sur le vélo, vous faites des kilomètres, vous arrêtez sur un banc. Moi, je fais souvent ça. J'ai un carnet de voyage, donc je prends des notes. Je vois passer un oiseau. Je lui dis bonjour et puis j'écris, je dis bonjour, enfin c'est une manière poétique de dire les choses. Je recueille un peu les différentes couleurs, les chants de l'oiseau et j'écris. On peut crier aussi. Crier, mais c'est l'oiseau crie. Mais moi j'écris et j'en fais des poèmes. Voilà, sur le don de la vie, le don immédiat, inopiné de ce qui est devant soi et qui est plein de beauté, de poésie. Donc on retrouve ça par la simplicité. La radicalité du voyage nous met devant une rivière, un petit cours d'eau, une clairière d'une forêt, un vol d'oiseaux, j'en ai parlé. Mais aussi un pêcheur à la ligne. Je suis passé des heures avec un pêcheur à la ligne qui m'a tout expliqué sur les poissons, les variétés de poissons, qu'est-ce qu'il mettait comme appât pour attraper les poissons. Alors, on apprend beaucoup de choses en voyageant. C'est un grand temps de contemplation. On peut dire ça. Le mot contemplation est, je crois, très, très juste dans mon cas, dans mon cas de figure. En tout cas, on ne recherche pas du tout la compétition, l'exploit, le quantitatif nous est étranger. Déjà par le fait d'être sur un vélo, on ne va pas très vite. Donc voilà, on est lent et nous... C'est ce qu'ils recherchent et profiter de cette lenteur du coup. Alors évidemment, les pionniers qui ont les cheveux gris aujourd'hui, les cheveux blancs, les pionniers en France de cet art de vivre, on va dire,
Ils ont fondé l'association dont vous connaissez le nom CCI en 1982. Donc ils avaient 30-40 ans en 1982. À l'époque, on les prenait pour des farfelus, absolus, des extraterrestres. Et aujourd'hui, il suffit de voir autour de soi le public. Ça attire de plus en plus de monde. Il y a même une banalisation aujourd'hui du voyage à bicyclette. Alors qu'en 1982, c'était une secte bizarre qui était à contre-courant. Et aujourd'hui, c'est au contraire un courant presque recherché. On revient à la qualité de l'existence. Dans les années 80, c'était ceux qu'on croisait à vélo avec des sacoches, c'était des Hollandais. C'est ça. Et on en voit moins. Je sais pas si c'est une impression, ou c'est peut-être parce qu'on est. C'est devenu banal et qu'on. Oui, en c'est voit. ça. Peut-être qu'il y a plus de cyclos et notamment dans tous les pays. Et finalement, c'est pas juste attribué à la Hollande où eux pratiquent le vélo depuis longtemps. Et les voyages à vélo. Oui. Mais alors, avant de lire un passage quand même de cette poésie, je lirai juste le début. Oui. Déjà, donc des brumes de Groningue. Un soir d'hiver, un fermier de la lointaine Groningue ouvre sa porte à un cycliste accablé de fatigue. La méfiance initiale fait vite place à une complicité véritable quand notre hôte, taciturne et discret, apprend à domestiquer les questions du voyageur et que le voyageur découvre les ressorts subtils d'une vie campagnarde à la fois rude et belle. Donc ce temps justement où vous vous posez, vous rencontrez, qu'est-ce qui vous plaît autant là-dedans ? Alors, là, vous avez évoqué, vous avez lu la 4e de couverture d'un ouvrage qui s'appelle Les Brumes de Groningue. Alors, il n'y a pas de texte sans contexte. Donc, ce qui va avec le texte, c'est le sens du mot contexte. Et là, il ne s'agissait pas du tout pour moi de fuir la chaleur, comme je le disais tout à l'heure, les chaleurs estivales, mais il s'agissait de fuir autre chose, de fuir le confinement de novembre 2020. Donc, nous avons tous connu ces confinements, parfois très coercitifs, très exigeants. Et donc moi, je ne m'imaginais pas du tout pouvoir rester enfermé dans un appartement pendant des mois où on ne savait pas combien de temps. Et donc j'ai téléphoné à un ami qui vit dans une ferme très isolée et je lui ai dit est-ce que tu es d'accord si je te rejoins ? J'ai quelques heures pour me décider parce que la frontière allait fermer. Elle allait être fermée par un ruban de policiers. Donc, et je lui ai dit tu décides, tu me dis oui ou non. Et parfois la vie peut changer en un mot, et il m'a dit oui. Et donc j'avais quelques heures pour prendre mon vélo, le préparer quand même avec le minimum de choses, en plein hiver, en novembre 2020. Et j'ai quitté la ville où je vivais, j'ai traversé la frontière, et 7-8 jours après, j'étais chez lui, et j'ai passé 2 plus beaux mois de ma vie dans une ferme isolée. Je m'occupais du cheval, parce qu'il a un cheval, donc je lui donnais de la paille et de l'eau tous les jours au cheval, et j'ai écrit mon livre. D'accord. Voilà. Donc là, il s'agissait pas du tout de fuir la chaleur, c'est le contraire. C'était l'hiver, donc, mais de fuir les règles très coercitives qui existaient en France et qui étaient quand même plus souples dans d'autres pays. Surtout que, en l'occurrence, je me retrouvais dans une ferme. Donc, et entouré de brumes, d'où le titre, Les Brumes de Groningue. Et cette ferme entourée de brumes, on pouvait sortir, rentrer, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de règles très strictes. Donc c'était parfait pour moi. Et j'en ai tiré une histoire romanesque. Donc il y a une part de factuelle, c'est ce que je viens de dire, une part factuelle et concrète, précise. Donc j'ai vraiment fait ce voyage à bicyclette, aller et retour. Mais il y a des histoires dans mon histoire, et ces histoires au pluriel dans mon histoire, eh bien, il faut lire le livre pour les découvrir. Mais nous avons parmi nous une personne qui a une très jolie voix, et je ne dis pas ça pour la flatter, parce que c'est vrai, et qui va nous lire des extraits. Voilà. Très bien. Alors,
On va commencer au prologue. Un premier passage. Les confins nordiques des Pays-Bas ressemblent en hiver à un grand désert de gel. Jusqu'au plus lointain du regard, le paysage y apparaît comme aux premiers âges glaciaux. Quant aux hameaux parsemés et solitaires qui émergent çà et là de la brume, ils donnent l'impression d'hiberner en une litière de légende. Les furtives silhouettes que l'on croise entre les labyrinthes de briques rouges, de ruelles, donnent, quant à elles, l'impression de fuir le temps qui passe. Ça amène déjà le ton. Et tout à l'heure, on parlait de contemplation, mais il y a vraiment de ça. On a à la fois du visuel, de ce que ça vous apporte à vous. Finalement, le Covid a été quelque chose de difficile, mais du coup a été très inspirant pour vous, là. Oui, vous savez, dans la vie, il y a toujours deux faces. Si on a le recto, c'est qu'on a le verso. Si le jour existe, c'est que la nuit existe. Aussi. Si la beauté existe, c'est que la laideur existe. Et donc là, il fallait prendre le bon côté de cet événement qui nous a quand même tous plus ou moins qui a interrompu nos vies. Et c'était pas il y a très longtemps, il y a 2 ans, 3 ans. Il y a 5 ans, pardon, maintenant. Ça passe vite. Ben oui, 2020, 2025. Ah, oui. Et je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, Ça passe vite. oui, j'ai tiré le meilleur parti de ce qui s'imposait. Et ces 2 mois ont été tellement riches curieusement très riches en couleurs. Parce que, je vais vous dire, j'ai quelqu'un de très imaginatif. J'ai toujours été un très grand rêveur. Et quand j'étais enfant, j'étais très rêveur. Et puis après, j'ai commencé à écrire de la poésie. Alors, les choses ne sont pas améliorées. C'est très, très rêveur. Pas tellement les pieds sur terre. Et là, vous imaginez le contexte. Je suis dans une ferme, isolée, dans un hameau. Et puis, il y a de la brume. Du matin au soir, c'est brumeux. On voit à peine le soleil. On voit, le soleil ressemble à une espèce de petite lampe comme ça, une petite bougie, vous voyez, qu'on voit de loin. Mais ça m'a permis de développer mon imaginaire. Parce que quand quelqu'un passe dans la rue, on voit une silhouette. On ne le voit pas entièrement. Donc, ça prédispose à l'imagination. On se dit, mais c'est qui cette personne ? C'est le Père Noël, je sais pas, ou c'est le voisin qui vient apporter. Voilà. Et donc j'en ai tiré des anecdotes qui ont un fond de vérité, de véracité, mais qui parfois partent dans des chemins imaginaires incroyables. Et c'est un livre qui a connu un destin lui-même très incroyable. Est-ce que je peux vous dire en 2 minutes ? Bien sûr. C'est que une fois que le livre a été écrit, édité très rapidement d'ailleurs aux éditions Les Impliqués par Xavier Chrétien, le directeur de ces éditions. C'est l'Harmattan, c'est la même chose, une maison d'édition parisienne. Eh bien, le livre a été repéré un petit peu par des gens. J'ai été invité à Amsterdam, dans la librairie francophone de Amsterdam. Il y a une librairie aux Pays-Bas, donc j'ai fait une signature là-bas. Mais chose encore plus surprenante, par différents réseaux, le livre est arrivé sur la table du roi des Pays-Bas, Willem-Alexandre, qui est sire, je ne sais pas comment on l'appelle, sire Willem-Alexandre, a eu ce livre entre ses mains et il m'a envoyé une lettre. D'accord. Donc j'ai une lettre en néerlandais avec le tampon, avec les armoiries des Pays-Bas dessus, donc je la garde précieusement, c'est un bel encouragement. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il me remercie d'avoir écrit un texte qui montre les Pays-Bas sur un aspect, sous un angle assez inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est tout, voilà, une petite lettre, mais le geste m'a vraiment plu et encouragé à continuer. Ouais. Donc j'ai une lettre du roi des Pays-Bas. Voilà. Je l'ai chez moi. Et j'ai des amis néerlandais qui m'ont traduit. Il y a quelques phrases dessus. Il y a quelques phrases en néerlandais et ils m'ont dit non, c'est un remerciement de voilà. D'accord. Et oui. Donc c'est un livre qui a connu un destin incroyable. Et là, même aujourd'hui, je suis face à vous à la radio, puisque si les auditeurs m'entendent, c'est que je parle devant un micro et je suis quelqu'un d'assez timide quand même, mais je suis aussi honoré que je puisse transmettre cet amour que j'ai pour à la fois le vélo
mais aussi pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en tant que pays, je dirais, un pays est avant tout un royaume, et un royaume est avant tout un secret. Ça contient un secret. Un secret, c'est ce qu'on peut lire en regardant, par exemple, les armoiries d'un pays. Pas le drapeau ni l'hymne national, mais les armoiries. Ça contient une poésie, quelque chose qui parle à l'âme directement. Et il y a plein de choses qui, aux Pays-Bas, je ne les comprenais pas parce que je ne parle pas la langue, mais je les comprenais, je ne sais pas si je me fais comprendre correctement, je les comprenais par l'âme. Et donc, je voyais des gens qui arrivaient, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. En plus, ils parlent un dialecte local. Donc, et je les comprenais quand même. Voilà, je ne sais pas comment dire, c'est mystérieux. Parce que peut-être que voilà, on se retrouve dans une situation quand même assez exotique. On est en plein hiver, dans une région peu connue, même par les Hollandais, parce que c'est une région assez isolée. Il y a des gens de Amsterdam qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et dans une ferme. Une ferme, en néerlandais, on appelle ça boerderij. Voilà, un mot néerlandais, par exemple, boerderij. Et j'ai observé et j'ai décrit la ferme dans les moindres détails dans mon livre. C'est une architecture particulière. De loin, quand on voit dans la brume ces grandes fermes avec des grands hangars, ça ressemble à une grande tortue, une grosse tortue géante, avec une petite tête et une grosse carapace. Et la petite tête, c'est la cuisine. Le corps de la tortue, c'est le hangar pour stocker le blé. Et puis entre les deux, il y a un petit couloir. Donc le cou, si vous voulez, le cou de la tortue. J'ai demandé pourquoi est-ce que il y a cette architecture si singulière dans cette région-là des Pays-Bas. Ils m'ont dit c'est parce que si le feu s'il y avait un incendie dans le hangar, bien la pièce isolée par le couloir n'était pas touchée par l'incendie. D'accord. Oui, il y avait donc une intelligence de la tradition, de l'architecture qui révèle quelque chose du pays. Et moi, je crois vraiment que une terre, un terroir, même aussi petit soit-il, comment dirais-je, génère une sorte de signature de lui-même et qui se lie à travers tout simplement parfois les maisons. D'accord. Il y a des endroits en France, il y a des maisons de tel type. Et en Alsace, c'est des maisons à colombage. Mais il y a une raison à la fois fonctionnelle et symbolique pourquoi on a ce type de maison. Et en l'occurrence, dans cette région nordique des Pays-Bas, donc la province de Groningen, on dit en français, Groningen en néerlandais, les conditions de vie ont été telles qu'ils ont généré ce type d'architecture. Donc moi j'ai appelé ces fermes des tortues géantes. D'accord. Voilà. C'est une belle image. Et donc avec la description de ces tortues géantes. Donc on peut retrouver le livre où, Frédéric ? Il suffit de taper sur Internet, pour ceux qui sont équipés d'Internet, de taper le titre « Les brumes de Groningue », Frédéric Andreu, Andreu A-N-D-R-E-U, et Édition Les Impliqués. Voilà. Je peux donner aussi mon courriel ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, parce que j'ai beaucoup de correspondants, pas seulement en France d'ailleurs, qui me contactent. Et je suis très heureux de leur passer beaucoup de temps et c'est un grand plaisir de leur répondre à leurs questions, pour des candidats au voyage aux Pays-Bas ou autres. Et donc mon courriel, il est très simple, frédéricandreu@yahoo.fr. 100 points entre Frédéric et Andreu. Frédéric Andreu, tout attaché. Tout attaché, A-N-D-R-E-U, sans X, @yahoo.fr. Très bien. Eh ben c'est noté, puis on remettra les liens sur le podcast lorsqu'il sortira. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Goedemorgen. C'est bonjour, et en néerlandais, j'ai appris quelques mots, et pour dire merci, dankevel. 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 Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Cyclo Camping International, édition 2025.